Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors Christelle, nous sommes arrivés au SITREP numéro 111, nous sommes le 13 octobre et pour ce qui concerne le bilan que tu vas nous donner, le bilan de la semaine, on dira moins de munitions mais plus de violations du cessez-le-feu et donc c'est pas une situation bien meilleure qu'avant. Et puis les choses s'aggravent sur d'autres plans comme avec cette histoire d'autocéphalie qui va coûter très cher, très cher à l'Ukraine, surtout aux Ukrainiens eux-mêmes, hein, avant toute chose. Ça c'est clair. Sur le plan militaire, donc du 6 au 12 octobre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 173 reprises, donc on est à plus que la semaine dernière, on est à 150 et quelques, durant lesquelles elle a tiré 308 obus de mortiers de 120 et 82 mm, donc on est un peu moins que la semaine passée. On n'a pas eu d'obus de chars d'assaut, donc ça c'est un petit peu mieux. Bon, par contre, si on rajoute tout ce qui est munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive quand même à un total de 1730 munitions, donc moins que la semaine dernière, mais enfin ça fait toujours quand même beaucoup. Oui. Il faut y rajouter les 22 violations et 295 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, des tirs qui ont touché 22 localités de la République, donc là on est pareil que la semaine dernière. Suite à ces bombardements, un soldat de la RPD a été tué, un civil a été blessé, 15 habitations ont été endommagées, c'est plus que la semaine dernière quand même, à Kominternovo, Sakhanka, Staromikhailovka, Dokuchaïevsk, Ozerianovka, Alexandrovka et le district de Trudovski. Enfin, le quartier même de Trudovski, qui est dans le district de Petrovski à Donetsk. 3 drones ont été abattus cette semaine par les soldats de la RPD, 2 vers Sakhanka et Kominternovo où ils s'apprêtaient à larguer des engins explosifs sur les zones civiles. Oh, c'est merveilleux, ça Voilà. c'est en lisant ton SITREP juste avant l'enregistrement du SITREP en lui-même, j'étais halluciné de voir quel cynisme, j'aurais mal au ventre de honte moi de faire des choses pareilles. Des choses pareilles, ouais. Et celui qui a été abattu près de Staromikhailovka l'a été alors qu'il il aidait les soldats ukrainiens à corriger leur tir sur le village. Donc, à vomir. À vomir. Dans les deux cas, de toute façon. En tout cas, au sein de l'armée ukrainienne, les pertes hors combat, à cause de l'alcool, des suicides et des comportements inadéquats, se multiplient. Ainsi, rien que durant la semaine écoulée, 10 soldats ukrainiens sont morts, 8 ont été blessés hors combat. Hors combat. La propagande ukrainienne peut vous les présenter comme ayant été tués au combat contre nos soldats. C'est pas vrai. Il y en a 2 qui sont morts et 2 qui ont été commotionnés alors qu'ils tiraient avec un obus de mortier. Ils étaient beurrés comme des petits lus et ils ont fait un double chargement de mortier de 120 mm près de Novotorotskoye. Ouais, c'était un molot Je sais pas, mais bon, je pense oui, parce que si c'était un mortier soviétique, ils auraient pas pu faire un double chargement. Ouais. Donc je suppose que c'était encore un molot. Et donc bah voilà, 2 morts, 2 blessés. Magnifique. Ouais. Voilà. Le 10 octobre, près de Dzerzhinsk, là c'est un soldat qui s'est suicidé parce qu'il supportait plus, il était harcelé et il se faisait taper dessus par ses camarades nationalistes quand ils étaient alcoolisés. Voilà. Déjà ils sont pas fins et intelligents, ils sont même très très cons. Mais oui. En plus, ils sont nocifs à tous les points de vue, ces gens. Ça c'est clair. Et le 12 octobre, près de Lebedinskoye, un lieutenant qui avait pris de la drogue a vidé son chargeur sur un de ses subordonnés, qui est mort sur le coup. L'officier s'est alors enfui à travers le champ de mines situé près des positions des forces armées ukrainiennes. Il se dirigeait vers la RPD et bon, il est mort. Donc je suppose qu'il a marché sur une mine. Ou alors quelqu'un lui a tiré dessus pour l'empêcher. Voilà, et donc il n'a pas atteint nos lignes, donc voilà quoi. C'est quelques exemples comme ça, un peu pour donner une petite idée. Et donc entre les suicides, les désertions et la réticence des citoyens ukrainiens à servir dans l'armée, les effectifs de cette dernière se réduisent comme peau de chagrin. Et en plus, à cause du manque de fourniture correcte de vêtements, de nourriture, les primes qui ne sont pas versées, parce que normalement quand les soldats sont sur le front, que ce soit en première ou en deuxième ligne, ils doivent recevoir des primes en plus de leur salaire de base. Mais comme les commandants se les mettent dans les poches sous prétexte d'amende à payer ou de je sais pas quoi... C'est assez dégueulasse, ouais. Voilà. Et si ça peut désagréger l'armée ukrainienne, je te dirais, voilà quoi. Oui, parce que c'est clair. Puis en plus, tu rajoutes le fait qu'ils vivent dans des conditions absolument déplorables sur le front. Résultat, rien que la semaine dernière, dans 2 brigades, juste deux, la 128e et la 92e brigade des FAU, on a eu quand même 90 soldats qui ont refusé de prolonger leur contrat. Eh bien,
Voilà. Très bien, continuez. Ouais. Alors, on va revenir sur cette histoire d'autocéphalie. Je sais bien qu'il y a des gens qui me disent oui, mais bon, c'est des histoires de religion, on s'en fout. Sauf que ça va avoir des conséquences, très graves. Oui, c'est des conséquences parce que les religions, bon, ok, chacun croit en ce qu'il veut. Mais là, c'est la menace de spoliation des biens de l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou pour le bénéfice de ces... parce que c'est des nazis. Des néo-nazis, donc faut quand même appeler un chat un chat. Et donc, il y a des risques que ça dégénère en baston généralisé quand même. Au beau milieu d'un petit peu partout en Ukraine, tu vois. Donc, c'est pas du tout anodin. C'est extrêmement dangereux. Les conséquences, elles peuvent être extrêmement graves. Donc, il faut savoir que malgré la levée de bouclier de l'ensemble des églises orthodoxes autocéphales, Constantinople est décidé à vouloir accorder l'autocéphalie à l'église orthodoxe ukrainienne schismatique. Donc, contrairement à ce que Poroshenko peut gloser partout, non, c'est pas encore fait, mais ils sont sur la voie pour le faire. Donc, le synode qui s'est tenu au Fanar pendant 3 jours, donc le Fanar qui est le quartier d'Istanbul où est installé le patriarcat de Constantinople, pour ceux qui ne savent pas. Donc a communiqué donc sa décision. C'était 3 jours intensifs où ça a fuité dans tous les sens. Les médias n'arrêtaient pas de nous sortir des trucs, comme le fait que l'église de Géorgie, soi-disant, soutenait l'autocéphalie ukrainienne, ce qu'elle a démenti par voie de presse. Donc, tu vois, c'était révélation et puis... contre-révélation. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Faut dire que rien n'avait été épargné, et par l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev et par le gouvernement ukrainien pour tenter d'obtenir l'autocéphalie. Ils ont quand même déboursé 25 millions de dollars pour faire venir les hiérarques de Constantinople en Ukraine. Donc on se doutait bien qu'ils allaient faire tout ce qui était possible pour que ça aboutisse. Donc il y a quand même des petites réticences initiales de Constantinople à faire face à une fronde générale des églises orthodoxes. Parce que là ça viole quand même tous les droits canons quand même. Donc Poroshenko a même convoqué une réunion avec le métropolite de Kiev au Nufre, donc qui est le métropolite de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, qui est le seul légitime en Ukraine, pour tenter de faire pression sur lui. La réunion aurait eu lieu le soir du 9 octobre. Elle n'a pas été confirmée ni par l'administration présidentielle ukrainienne, ni par l'UOCMP, mais plusieurs députés ukrainiens, dont le nationaliste Igor Mossichuk, ont révélé l'information. D'après ces infos, donc Poroshenko aurait demandé à Onufre de ne pas déclencher de manifestation si l'église schismatique obtenait l'autocéphalie, mais surtout il lui aurait demandé de faire partie du processus d'autocéphalisation en faisant une demande de Tomos à Constantinople pour légitimer la demande de Kiev. Parce que c'est là qu'on voit bien que toute la propagande qui a été déversée dans les médias ukrainiens s'est cassée la gueule sur la réalité, parce que Constantinople a un gros problème, c'est que la demande d'autocéphalie ne vient pas de l'église orthodoxe ukrainienne officielle, donc qui est la seule légitime, mais d'une église schismatique non reconnue. Donc ça a posé à Bartholomé quand même un gros souci de légitimité. Je te dis, pendant 3 jours, t'avais rien qui sortait du point de vue officiel du Fanar. Ils ont tergiversé pendant 3 jours avant de nous pondre la merde qu'ils nous ont pendue quand même. Donc tu vois qu'ils ont quand même fait fumer les cerveaux pour arriver à contourner ce problème. Parce que Onufre l'a envoyé péter, quoi. C'est logique, je veux dire. Il semble que Poroshenko a aussi demandé de ne pas excommunier le métropolite de Vinitsa, qui est un proche de Porky, au cas où l'autocéphalie serait accordée à l'église schismatique. Donc, une fois de plus, Poroshenko s'est immiscé de manière totalement anticonstitutionnelle dans les affaires de l'église, puisque je rappelle que selon la constitution ukrainienne, le pouvoir temporel n'a pas le droit de s'occuper de religion. C'est un pays laïque, d'après la constitution ukrainienne. Donc, comme je disais, la réponse d'Onufre a été que l'UOCMP ne prévoit pas d'organiser de protestations, mais que si ces temples étaient attaqués, les croyants les défendraient. Concernant les 2 autres points de la demande pour qui la réponse a été terroir. Hors de question pour Onufre de légitimer cette mascarade d'autocéphalie. Donc pour contourner ce problème de légitimité, Constantinople a pris plusieurs décisions qui, je pense, vont sérieusement aggraver la situation concernant les relations entre Constantinople et Moscou. Donc je vais vous donner les différents points, puis je vais vous faire à chaque fois le petit commentaire pour vous expliquer, parce que des fois c'est un petit peu abscon quand même.
C'est très fourbe, c'est très hypocrite. Oui, c'est ça. Parce que bon, donc le premier point, ça a été de renouveler la décision déjà prise pour que le patriarcat œcuménique procède à l'octroi de l'autocéphalie à l'Église d'Ukraine. Donc là, en fait, Constantinople s'arroge le droit de décider toute seule d'interférer dans les affaires d'une autre Église orthodoxe sans passer par la case discussion avec les autres Églises, y compris l'Église concernée, comme l'exigent normalement les règles de fonctionnement de l'Église orthodoxe. Donc là, Bartholomée s'est complètement assis sur les règles de fonctionnement de l'Église orthodoxe. C'est magnifique. Il se prend pour le pape. Oui, voilà. Rétablir la stavropégie du patriarcat œcuménique à Kiev, une de ces nombreuses stavropégies en Ukraine qui a toujours existé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est une stavropégie ? C'est une église orthodoxe qui ne dépend pas de l'église locale. Donc c'est une église indépendante. Donc celle-là sera rattachée à Constantinople. Alors, le but de cette petite saloperie, c'est de pouvoir légitimer la suite. Ah oui, d'accord. Voilà, donc vous allez comprendre après. Le problème, donc, c'est qu'elle le fait sur le territoire canonique d'une autre église orthodoxe sans son accord. Donc là aussi, violation totale des règles de fonctionnement de l'église orthodoxe. Et ce n'est ni plus ni moins qu'une ingérence illégale dans les affaires de l'église orthodoxe russe. Le troisième point, ça a été d'accepter et de réviser donc les pétitions d'appel de Philarète et de Macaire et de leurs disciples. Donc c'est les deux patriarches des deux églises schismatiques, parce qu'il y a deux églises schismatiques en Ukraine. Je parle souvent de Philarète, mais t'en as une d'autre, qui est l'église autocéphale ukrainienne, qui a encore moins de membres que l'église du patriarcat de Kiev, qui est celle de Philarète. Donc ils ont décidé donc ils ont décidé qu'ils se sont retrouvés en schisme, non pas pour des raisons dogmatiques, mais pour des raisons politiques, ce qui est du délire, mais c'est pas grave. Et donc, ils ont dit que conformément aux prérogatives canoniques du patriarcat de Constantinople de recevoir de telles pétitions, donc ils les ont rétablis canoniquement à leur rang hiérarchique ou sacerdotal, et leurs fidèles ont été restaurés à la communion avec l'Église. Donc, en fait, ils ont levé l'excommunication de ces deux trous du cul. Désolé, j'ai aucun respect pour ces gens-là et j'ai pas à en avoir. C'est des gens qui comment s'appelle, qui bénissent des néo-nazis, donc là déjà ça pue. Oui. Donc oui, c'est aussi les mêmes d'ailleurs qui autorisent dans leurs églises des cérémonies funéraires en l'honneur de vétérans de la Seconde Guerre mondiale ukrainiens, avec les mecs qui portent le cercueil en uniforme allemand, voire en uniforme de Waffen-SS. Voilà. Donc en fait cette décision, c'est en fait que là Constantinople essaie de rendre une forme de légitimité à l'église schismatique ukrainienne, sauf que là encore elle n'en a pas le droit, puisque l'anathème a été lancé par l'église orthodoxe russe et non pas par celle de Constantinople. En gros, c'est comme si des protestants levaient l'excommunication d'un évêque catholique. Pour faire un parallèle, c'est n'importe quoi, ça tient pas la route. Bon, c'est pas grave. Comme je dis, Constantinople, il est en train de se prendre pour le pape. La quatrième décision, ça a été de révoquer la validité de la lettre synodale de l'année 1686. Ah, rien que ça. Oui. Publiée dans les circonstances de l'époque, qui accordait au patriarcat de Moscou le droit par économie d'ordonner le métropolite de Kiev, élu par l'assemblée clérico-laïque de son diocèse, qui devait commémorer le patriarche œcuménique comme premier supérieur lors des fêtes et qui proclamait sa dépendance canonique envers la mère église de Constantinople et qui l'affirmit dans cette déclaration. Donc en fait, il décroche le patriarcat de Kiev du patriarcat de Moscou. Je veux dire, c'est du délire complet. C'est donc c'est à mettre en lien donc avec les décisions précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Constantinople va réintégrer l'église schismatique ukrainienne et sa hiérarchie au sein de son patriarcat via cette stavropégie bidon, pour pouvoir ensuite lui accorder une autocéphalie légalement, le tout en s'asseyant sur le droit canon, les règles de fonctionnement de l'église orthodoxe, sans parler de la réécriture de l'histoire, toujours bien pratique dans ce genre de situation, surtout quand l'histoire est en défaveur de l'Ukraine, parce que bon, l'Ukraine n'existait pas, et Kiev a fait partie de l'Empire russe, donc c'était tout à fait normal que l'église ukrainienne fasse partie de l'église orthodoxe russe. Historiquement et légalement, c'était tout à fait normal et légitime. Tu n'as pas le droit d'annuler ça. C'est n'importe quoi. Parce que si on commence comme ça, on peut annuler historiquement la réintégration de l'Alsace-Lorraine en France. Enfin, je veux dire... Ah ouais, non, mais tout est possible. Non, voilà, on peut aller jusque-là, si on veut. Ensuite, il a fait appel ensuite à toutes les parties concernées. La cinquième et dernière décision. Alors celle-là, c'est préparer le sac à vomir.
C'est le gratin, ça. Ouais, ça c'est la cerise pourrie sur le gâteau. Parce donc ils ont appelé quand même à Constantinople toutes les parties concernées pour qu'elles évitent l'appropriation des églises, monastères et autres biens, ainsi que tout autre acte de violence et de représailles, afin que la paix et l'amour du Christ puissent prévaloir. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez vomir maintenant. Il est au courant quand même qu'il y a un certain nombre de lieux de culte qui ont été arrachés par la violence. Oui, non, mais il peut pas dire qu'il le sait pas. Bon, mon petit commentaire, c'est que c'est de loin la partie la plus cynique et la plus immonde de cette déclaration officielle du patriarcat de Constantinople. Parce qu'en gros, après avoir jeté une allumette sur la flaque d'essence qu'il a répandue partout, Bartholomée dit maintenant espérer que personne ne sera brûlé ou blessé dans l'affaire. Hein. Alors, pour parler crûment, oui, je parle d'un patriarche, mais ça s'appelle du foutage de gueule intégral. Ça s'appelle jouer au pompier pyromane qui fait semblant d'avoir des remords pour les conséquences de ses crimes. L'église de Serbie a officiellement déclaré son soutien à l'église orthodoxe russe et au métropolite onufre dans cette affaire. Donc ça, déjà, c'est réglé. Et avant même la décision du synode de Constantinople, l'église d'Antioche a demandé la tenue d'une réunion urgente des chefs des églises orthodoxes autocéphales concernant la situation en Ukraine. Juste avant, il y a une autre église aussi qui a exprimé son soutien, je crois que c'est celle de Pologne, si je te dis pas de bêtises, qui elle aussi a décrété que c'était complètement... c'était du délire. Mmh. S'ils allaient dans cette direction, c'était vraiment n'importe quoi. La réponse de l'Église orthodoxe russe n'a pas encore été communiquée. Le synode va se réunir et communiquera sa décision. Le synode de l'Église orthodoxe russe communiquera sa décision le 15, donc dans 2 jours. Okay. Voilà. Mais c'est déjà très clair que de toute façon, ça va être sévère. Là, je pense que ça va être très très salé la réponse. Et il est clair que chaque église orthodoxe va devoir choisir son camp entre ceux qui veulent respecter le droit canon et les règles de fonctionnement de l'église orthodoxe. Ouais. C'est-à-dire église orthodoxe russe, je pense Serbie, Pologne, etc. Antioche, je pense, va se ranger du côté de Moscou. C'est quand même une des églises les plus anciennes. Et ceux qui sont prêts à mélanger politique, nationaliste et religion, quitte à déclencher un schisme et une guerre de religion comme le patriarcat de Constantinople. Parce que ça n'a pas de sens. L'église n'a que foutre. Excusez-moi, c'est très vulgaire, hein, que Dieu me pardonne, mais ils en ont rien à faire des limites géographiques des pays contemporains. Mmh. Ça n'a strictement aucun sens. Là, on est en train de morceler l'Église orthodoxe, alors que son but, c'est justement d'avoir un maximum d'unité. Ça, c'est voilà. la patte de la CIA. Hein. Oui, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, hein, le père Bartholomée, on sait pour qui il carbure. En tout cas, le schisme au sein de l'Église orthodoxe semble désormais inévitable et la guerre de religion en Ukraine aussi. Pour moi, Poroshenko, Filaret et Bartholomée porteront à tout jamais sur leurs mains et sur leurs âmes le sang qui sera immanquablement répandu suite à l'accord de cette autocéphalie anti-canonique, puisque faut pas rêver, il va y avoir des expropriations violentes de la part des néo-nazis ukrainiens. Parce qu'on va y revenir même après. De toute façon, la situation en Ukraine ne va que vers un ultranationalisme de plus en plus grandissant. Il faut savoir que je ne peux pas tout détailler de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a trop d'informations, mais la Rada et Poroshenko donc ensuite a signé ce truc-là de valider ce passage au gloire à l'Ukraine, gloire aux héros comme salut de l'armée ukrainienne. Oui. C'est comme si en Allemagne, on rétablissait le Deutschland du beurre à l'aise. Ouais, non, mais voilà. c'est... Pour vous situer le truc, que fait Bruxelles, ils sont en train de partir dans des sacrés délires vis-à-vis de la Hongrie. On va y revenir après. Donc c'est en train de partir de plus en plus dans des délires ultranationalistes. Donc la situation va se tendre de plus en plus entre ces histoires de langue officielle, les histoires avec les Hongrois, la situation dans le Donbass, parce que j'en ai pas parlé dans la partie militaire, mais donc il y a de nouveau une accumulation d'armes côté ukrainien près de la ligne de front. L'OSCE a tiré un petit peu la sonnette d'alarme. Et donc là ces histoires de religion. Et bien Poroshenko aussi qui a donné l'autorisation à l'armée ukrainienne. Soldats de tirer avec tout ce qu'ils ont. Il y a même des Tochkaou qui ont été rapprochés de la RPL côté ukrainien. Donc j'ai vu passer l'info très très vite avant le SITREP. Donc tout ça, vous voyez qu'on est en train de répandre des bidons entiers d'essence partout. Croire après que ça va pas se terminer par un incendie généralisé. C'est une naïveté confondante. C'est plus de la naïveté, c'est prendre des gens pour des cons. Je veux dire, faut arrêter les bêtises.
D'ailleurs, puisqu'on parle d'incendie, dans ce qui est déjà le 5e incident de ce type en 3 ans quand même, des milliers de tonnes de munitions sont parties en fumée. Elles étaient stockées dans un entrepôt de l'armée ukrainienne à Ichnia, près de Tchernigov, dans le nord de l'Ukraine. Bien entendu, il y a eu un incendie, tiens, comme c'est bizarre. Ça a eu lieu le 9 octobre, donc cet entrepôt d'Ichnia a pris feu. La population a été évacuée dans un rayon de 16 km autour des entrepôts, soit environ 19 000 personnes. Il faut dire que c'était des gros entrepôts, il y avait 402 hectares, 88 000 tonnes de munitions. Ouais. Bon. D'après les autorités, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu des gens, plus d'une 60aine, qui ont été incommodés par les fumées, ils ont dû aller voir leur médecin. Cet incendie relance la question de la sécurité du stockage des armes et munitions en Ukraine et surtout des discussions sur la raison réelle de ces explosions d'entrepôts à répétition. Parce que pour beaucoup d'experts, quand même, le fait que de tels incidents ont lieu ainsi à répétition, ça peut pas être dû au hasard. Une fois, oui, 2 fois, ok. Il y a quelqu'un qui s'est amusé, qui m'avait mis en commentaire les statistiques des incendies d'entrepôts de munitions avant le Maïdan et après. Et oui, il y a une grosse différence. Ça a été multiplié par je ne sais plus combien. Et par rapport à la statistique officielle dans le monde, là, on est à 43 fois la probabilité qu'il y a un entrepôt qui pète. D'accord. Par rapport au reste du monde. Voilà. Donc ça donne quand même une bonne idée. Et genre, par rapport à avant le Maïdan, c'est genre 10 fois plus ou un truc du genre. Donc il y a quand même un gros problème. C'est clair. Voilà. Donc bon, on va tout de suite exclure l'excuse facile des autorités de Kiev du « c'est de la faute des Russes ». Bah oui. Parce que même le procureur militaire ukrainien n'a pas l'air de croire à cette connerie, parce que il a quand même lancé des poursuites pour négligence contre les soldats ukrainiens qui étaient en charge de l'entrepôt. Donc les experts sérieux, eux, envisagent 2 hypothèses. Soit il y a vraiment un très gros problème dans la manière dont les munitions sont stockées et contrôlées en Ukraine, soit ces incendies à répétition servent à cacher d'éventuelles missions d'inspection l'étendue des vols de munitions qui sont revendus au marché noir. Cette discussion est montée jusqu'à la Rada, où Anton Gerashenko, donc député ultranationaliste, a déploré que les munitions détruites représentaient plusieurs centaines de millions de dollars et qu'elles ne pourront pas être remplacées puisqu'il n'y a pas d'usine capable de les produire en Ukraine. Entre autres des roquettes de grade, des obus d'artillerie de 122 mm. Donc ça, c'était des machins qui dataient de l'époque soviétique et qui donc étaient produits en Russie. Le député a souligné que les conditions de stockage de ces munitions étaient déplorables. Donc en fait, l'an passé, quand il y a eu une explosion près de Kalinovka, donc un des incidents précédents dont on avait parlé, il y avait des photos qui avaient fuité concernant l'état des stocks à Ichnia et qui avaient montré que c'était juste des tas d'obus, des milliers de tonnes posés au sol, à l'air libre et rouillant là depuis des décennies. C'est pas bien difficile de les faire péter. Pour Gerashenko, Poroshenko devrait lui-même tirer les conclusions après ce 5e incendie d'entrepôt. Il n'a pas été le seul à tirer à boulet rouge. Timoshenko, elle s'est lâchée aussi, Blondie. Là. Elle en a profité pour lancer sa petite crotte de nez à Poroshenko. Période électorale oblige, puisque je rappelle. Elle est quand même en lice pour les élections présidentielles et que elles auront lieu au mois de mars 2019. Donc, faut bien en profiter pour dézinguer ton adversaire. On rappelle que cette femme a comment je dirais, espéré qu'un jour on balance une bombe nucléaire sur le Donbass, c'est ça? Oui, elle voulait nuker les 8 millions de russophones ukrainiens du Donbass. Oui, elle voulait nous balancer une bombe atomique sur la gueule. Pour elle, en tout cas, aucune leçon n'a été tirée des incidents précédents et il y a de grosses questions à se poser sur les éventuels manquements et négligences de l'armée ukrainienne. Alors que les autorités ukrainiennes d'ailleurs ont annoncé avoir réussi à sauver en gros un peu plus de 56 000 tonnes de munitions avant qu'elles ne prennent feu, la nature des munitions stockées dans ces entrepôts fait aussi débat. Il faut savoir que la RPD a fait savoir par le chef du service de presse de la milice populaire que des roquettes de Buk, modèle 9M38, auraient été stockées dans ces entrepôts ainsi que la documentation attenante. Donc d'après Daniil Bessonov, l'incendie aurait eu lieu après que la communauté internationale aurait demandé à l'Ukraine les documents concernant le fameux missile Buk montré par le JT en mai 2018 et que la Russie a identifié comme étant aux mains de l'armée ukrainienne au mois de septembre. Cette présence de roquettes de Buk et même de munitions d'un calibre supérieur à 122 mm dans ces entrepôts a été démentie par l'armée ukrainienne.
Mais on est quand même beaucoup à penser que ce serait bien pratique pour l'Ukraine, hein, que ces roquettes de Buk et leur documentation soient parties en fumée, parce que comme ça, l'Ukraine pourra dire au JT qu'ils ont plus les documents concernant leurs roquettes de Buk comme ils l'ont fait pour les données de radar primaires, évitant ainsi d'avoir à justifier ce qui est réellement arrivé à la roquette présentée comme preuve par le JT. Bon, si c'est le cas, je pense qu'on le saura assez rapidement dans les mois qui viennent, quand le JT répondra à la conférence de presse du ministère russe de la Défense en disant qu'ils n'ont pas trouvé les papiers, quoi. Tout ça, c'est à propos du crash du MH17. Hein, du MH17, voilà. Hein. L'incident serait aussi consécutif à la venue d'un groupe d'officiers de l'OTAN dans ces entrepôts et au résultat d'un audit qui révèle l'absence massive de munitions dans ces entrepôts pour une valeur de plus de 2 milliards de hryvnia. Ouais, ben. Pas mal quand même. Ah oui, ça fait un beau paquet. D'après les données de la RPD, il y avait l'an passé, donc fin septembre 2017, 130 000 tonnes de munitions dans ces entrepôts. Et là, on était à un peu plus de 80 000 tonnes lors d'inspection des entrepôts cette année. Ah oui. Où est passé le reste? Parce que tout n'a pas été balancé sur le Donbass. Hein. Ah oui, c'est clair. Même, voilà. Donc, il semble que cet incendie visait clairement à cacher quelque chose. La question reste à savoir s'il s'agissait de cacher un simple vol massif de munitions revendues au marché noir ou s'il y avait plus important à cacher. Ouais. Ouais. Là, la question, elle se pose. Hein. En tout cas, en Ukraine, pas une semaine ne passe sans que des politiciens ou officiels ukrainiens ne déversent leur merde, leur haine contre les minorités que contient leur pays. La dernière horreur en date nous a été offerte par cette chère Irina Farion, ultranationaliste ukrainienne, membre de Svoboda et ex-députée de la Rada, qui a traité les représentants de la minorité hongroise vivant en Transcarpathie de débiles qui n'ont pas leur place en Ukraine. Elle est charmante cette dame. Hein. Alors c'est une tarée cette nana. Hein. C'est pas la première fois qu'elle nous sort des horreurs. Fin 2014 dans une vidéo, elle appelait à aller marcher les armes à la main sur Moscou et à prendre Moscou quoi. Il y en a un autre d'ailleurs. Oui, qui a repris l'idée. On va en reparler un petit peu après. Ouais. En tout cas, selon elle, le délai de 7 ans prévu par la loi sur la langue d'enseignement pour le passage à la langue ukrainienne dans les écoles des minorités nationales est trop long. Elle a dit, je cite, alors là aussi préparez le sac à vomir parce que c'est grandiose. Elle a dit, écoutez, quand vous envoyez un chien pour le dresser, il faut 1 mois pour que le chien rentre à la maison en exécutant normalement les ordres assis, debout, couché. Et il leur faut 7 ans pour apprendre la langue de Stepan Bandera. Oui. La langue de Taras Shevchenko, la langue de Lina Kostenko. Alors avons-nous besoin de tant de débiles en Ukraine? Qu'ils prennent le passeport que les Hongrois leur ont donné et envoyons-les en Hongrie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi devrais-je les nourrir ici? Pourquoi devrais-je donner de l'argent à cette école en langue hongroise, en langue roumaine, en langue de Moscou, donc en langue russe, et désolé, en langue polonaise? Fin de citation. Ouais. Alors, moi, je vais rappeler à Madame Farion quand même que l'Ukraine a été bâtie par les Soviétiques en agrégeant des régions venant de pays différents, puisque l'Ukraine n'existait pas avant. Hein, et que les habitants russes, roumains, polonais ou hongrois qui se trouvaient là quand les frontières ont été redessinées ont rien demandé à personne. Et surtout pas de faire partie d'un pays qui adule comme un héros des collaborateurs de nazis du genre Stepan Bandera. Ah oui, parce que objectivement, géographiquement, ils sont chez eux, les Hongrois, les Roumains et les Polonais. Ils sont chez eux. Les Russes du Donbass sont chez eux, les Hongrois de Transcarpathie sont chez eux, les Roumains de Bessarabie du Sud sont chez eux, hein, et ils n'ont pas demandé à faire partie d'un pays qui exige d'eux de renoncer à leur langue, leur culture et leur tradition. Hein. Je rappelle que la Transcarpathie appartenait à la Hongrie quand l'Ukraine n'existait même pas en tant qu'idée de pays. Hein. Le mot Ukraine n'existait pas encore, que la Transcarpathie faisait partie de la Hongrie. Ouais, non. Il faut rappeler. Juste pour replacer. Hein, voilà, la Transcarpathie a fait partie de la Hongrie pendant des siècles avant qu'on commence à redessiner les frontières géographiques européennes à la vas-y comme je te pousse après la Première Guerre mondiale et ensuite après la Seconde. Hein. Donc, faut arrêter les conneries. En plus, on proposait de renvoyer tous ces gens en Hongrie alors qu'ils sont nés et vivent dans ce qui est actuellement l'Ukraine. Hein, ils sont chez eux, comme on l'a dit. Ça s'appelle un appel au nettoyage ethnique. J'aimerais bien entendre l'OSCE, l'Union européenne, Amnesty International ou Human Rights Watch rappeler à cette dame que ceci est un crime contre l'humanité. Ça rappelle le sort des Serbes. Oui, de la Krajina serbe, après l'application de la fameuse solution croate. Hein. Je rappelle que la déportation ou le transfert forcé de population, ça fait partie des crimes contre l'humanité. Oui. Voilà.
petit rappel légal pour ceux qui ne sont pas au courant. Hein. Donc, je rappelle, l'Ukraine est un État artificiel bâti de toutes pièces par l'URSS à partir de morceaux d'autres pays. Hein. Donc, comme d'autres pays multi-ethniques ou comportant des communautés linguistiques différentes, le choix intelligent pour l'Ukraine, ça aurait été de faire le multilinguisme officiel, hein, comme je le rappelle, la Suisse, la Belgique ou même la plupart des républiques de la Fédération de Russie qui appliquent cette solution. Et ça marche très bien. Voilà. Et la plupart des gens dans ces trucs-là sont bilingues ou multilingues et ça pose pas plus de problèmes que ça. Voilà. C'était la meilleure solution pour faire cohabiter pacifiquement différentes ethnies dans un même pays. Hein. Ça marche très bien en Suisse. Je sais pas pourquoi ça marcherait pas en Ukraine. Au lieu de ça, Kiev s'arc-boute sur la langue ukrainienne, provoquant donc en 2014 l'éclatement du conflit dans le Donbass, hein, puisque pour ceux qui ont raté l'histoire, je rappelle que ça a été déclenché par le retrait du statut de langue régionale à la langue russe, hein, donc on en revient toujours au même truc, et il s'apprête à faire de même donc en Transcarpathie, hein, avec la Miss Farion, hein, là, qui veut virer les Hongrois qui sont chez eux. J'aimerais quand même rappeler à ces gens que répéter sans arrêt les mêmes erreurs, ça aboutira toujours qu'aux mêmes conséquences. Hein, c'est-à-dire le séparatisme de ceux qui refusent de plier face à ce fascisme linguistique. Et pour Madame Farion, c'est pas ceux qui refusent d'apprendre une langue qui n'est pas la leur et qu'on cherche à leur imposer de force qui sont des débiles, sont ceux qui répètent sans cesse la même erreur et qui s'attendent à ce que les conséquences soient différentes. Hein, et ça sera aussi désastreux en Transcarpathie que ça l'a été dans le Donbass. Hein, comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Madame Farion ferait bien de méditer sur cette phrase. Enfin, si elle en est capable, parce que je suis pas sûr qu'elle ait encore assez de neurones en état de fonctionnement pour le faire. Enfin, pour l'opinion publique internationale, le simple fait qu'une chose qui se soit passée dans le Donbass se reproduise également en Transcarpathie, c'est pas bon pour Kiev, ça, hein. Non, ça fait une preuve supplémentaire. Le pays va finir complètement démantelé. En tout cas, pendant ce temps-là à Kiev, donc j'en ai deux. Parce qu'en plus de transformer la Rada en ring de boxe et le gouvernement ukrainien en annexe du cirque Pinder ou de l'asile de Sainte-Anne, hein, selon les moments, les politiciens ukrainiens ont décidé de faire profiter les pays européens de leur délire. Et donc là, c'est un pendant ce temps-là à Vienne, je crois, c'est ça, ou Bruxelles, enfin ouais. Donc le 9 octobre, il y avait une réunion de la PCE, hein, donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui devait décider ou non de durcir la procédure de retrait du droit de vote à un pays, ce qui aurait dû permettre à la Russie de revenir à la PCE, puisque je rappelle que la Russie s'est fait retirer son droit de vote tout en continuant à devoir payer sa cotisation. La Russie, d'ailleurs, qui a commencé à dire, écoutez, vous êtes gentils, mais si vous ne réintégrez pas, on se casse, quoi. Hein, donc, voilà. Et donc, la délégation ukrainienne a décidé de jouer l'option de la terreur psychologique, hein, pour aboutir à ses fins et empêcher le vote de cette résolution, avec en guest star Alexei Goncharenko, qui a désigné la Russie comme le mal absolu sur Terre, avant de revêtir des gants en plastique vert. On mettra une petite photo de monsieur avec ses gants Mappa, là. C'est psychiatrique à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, c'est psychiatrique, hein, pour se protéger prétendument contre tout empoisonnement de la part des Russes. Bon, il s'est fait reprendre, hein, Goncharenko, par l'animatrice des débats à la PCE qui lui a signalé que la PCE n'était pas une scène de théâtre. Je pense qu'elle aurait pu dire elle aurait pu utiliser le terme de cirque, hein, ça aurait été plus approprié. Mais son acte terroriste a marché puisque le vote de la résolution a été repoussé à 2019. Il a aussi continué son numéro de cirque dans les couloirs de la PCE. Hein, donc il y avait la journaliste de Rossiya Adine, la première chaîne russe, qui a essayé de l'interviewer. Il a continué son speech. Son speech. Il faisait le guignol, quoi. Enfin, vraiment n'importe quoi. Enfin, il était non, m'approchez pas, vous allez m'empoisonner. Puis elle lui dit, mettez vos gants là. Donc elle se foutait de sa gueule en plus. Elle a bien réagi, elle s'est foutue de sa tronche tout le long. Alors moi, ça me fait un peu, ça me fait rire jaune parce qu'en 2014, il faut savoir qu'après le massacre d'Odessa, ce monsieur avait été pris en photo alors qu'il faisait les poches des gens qui étaient morts dans la maison des syndicats. Là, ça n'avait pas l'air de lui faire peur d'être contaminé par quoi que ce soit, hein, de tripoter des morts. À part être ignoble, oui. Ouais, donc ça vous situe un peu le gugus quand même. Hein. En tout cas, son comportement inapproprié a également indigné les utilisateurs des réseaux sociaux, entre autres sur Twitter. Il y en a un qui a sorti « Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe? Qui y invite des clowns ?» Point d'interrogation. C'est vrai. L'Europe, hein, écoute. Hein.
Et il y a une fan d'Anatoly Chahari qui a dit « Il est arrivé à la PCE pour frotter les chiottes, il fallait choisir la couleur en fonction de celle de sa cravate. » C'est pas faux, oui. Il avait une cravate rose, donc avec les gants verts, c'est vrai que ça jurait un peu. Ouais. Donc voilà, quoi. Non, mais c'est magnifique. Voilà, c'est ça les représentants ukrainiens à la PCE, quand même. C'est magnifique. Et alors, le deuxième clown de la semaine, c'est Vladimir Omelian, un ministre ukrainien des infrastructures, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Hein, oui. Donc c'est le même hein, qui vantait le fait de couper les liaisons ferroviaires avec la Russie. Là. Ouais, mais là, ça promet une agression militaire contre la Russie, hein, les territoires russes, hein, carrément. Oui. Donc là, dans une interview accordée à la chaîne Gromadske TV, il a répondu à la question de savoir ce que devaient faire ses compatriotes qui voulaient aller en Russie. Il leur a dit endosser l'uniforme, prendre un fusil d'assaut, aller faire la guerre. Selon ce ministre, ce n'est qu'après la restitution du Kouban et de Moscou qu'on pourra dire qu'il faut ou qu'on veut y aller. Hein, il a d'ailleurs aussi commenté la construction du pont de Crimée comme étant un pont qui relierait la Crimée ukrainienne au Kouban ukrainien. D'accord. Donc, il revendique le Kouban et donc Moscou. Et Moscou. Ouais. Alors, il y a eu une petite réponse du président de la Chambre civile de Crimée, Grigory Yoffe, qui a déclaré que de tels propos témoignaient de lacunes dans le système d'enseignement ukrainien. Hein. Il a dit « Le ministère ukrainien de l'Éducation devrait réfléchir à comment mieux enseigner la géographie. Peut-être qu'il faudrait augmenter le tirage des cartes géographiques. » Parce qu'effectivement, entre Kouban et Moscou, quand même une bonne distance. Hein. Oui, c'est pas vraiment au même endroit. Hein. Je vois pas d'où sortent ces revendications sur Moscou maintenant. En plus, je rappellerai à M. Omelian hein, le classement de l'armée ukrainienne. Hein, je crois qu'ils sont 29e ou 30e dans le classement des armées mondiales quand la Russie est 2e. Comment vous dire ? Oui, mais je suis pas sûr, moi, que l'armée russe accueillerait ce genre de guignol avec le tapis rouge. Hein. Je pense que la réponse risque d'être particulièrement expéditive. Je pense qu'elle sera plombée, la réponse. Ouais. Parce que là, faut pas forcer non plus trop. Hein. Parce que là, c'est... Non. On dépasse les limites, là, hein, quand même. Hein. Là, voilà. Donc, là, ça atteint vraiment des sommets de débilité. Parce que, je sais bien, oui, qu'effectivement, la République populaire ukrainienne qui avait été éphémère, qui était née après la révolution bolchevique, revendiquait le Kouban comme étant ukrainien, mais non, le Kouban n'est pas ukrainien, non, c'est russe. D'ailleurs, comme une bonne partie de ce qui est actuellement l'Ukraine, ça faisait partie de l'Empire russe. Bah oui, la Rousse de Kiev. Non, puis même c'était l'Empire russe. Et voilà, depuis le traité de Pereslav. Donc, faut arrêter de sniffer la colle, de fumer la moquette ou le papier peint. Enfin, je sais pas ce qu'ils consomment, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent. Non, si vous envoyez vos gars à l'assaut de Moscou les armes à la main, remarquez, puisque Constantinople a annulé la lettre synodale de 1686. Je pense que Moscou, et puis en plus après l'annulation du traité d'amitié entre l'Ukraine et la Russie, qui définit la position des frontières. Les frontières, non, moi je serais Moscou, puisqu'on veut réécrire l'histoire, réécrivons la création de l'Ukraine par les soviétiques. Bah oui. Hein, moi je propose qu'on annule. Comme ça on décommunise totalement l'Ukraine, hein, puisque je rappelle donc ce sont les communistes qui ont créé l'Ukraine. Donc annulons totalement ça, et puis on rétablit les choses comme avant que les soviétiques créent cette espèce d'état fantoche. La Hongrie, la Pologne et la Roumanie récupèrent à ce moment-là leurs petits morceaux, et puis la Russie récupère le sien, et puis on arrête les conneries. Moi je suis pour... non mais si on veut partir dans la réécriture de l'histoire, allons jusqu'au bout des conneries. Non mais si on en va jusqu'à annuler une lettre synodale du XVIIe siècle, moi je dis annulons la création de l'Ukraine au XXe. Hein. C'est moins loin. Hein. Allons-y, quoi. Allons-y. Voilà. Hein. Donc là, j'ai pas mis tous les derniers délires de Volcker sur le référendum dans le Donbass, qui nous a sorti que c'était pas conforme à la constitution ukrainienne, en gros que c'était pas légal, parce que le référendum au Kosovo, c'était conforme à la législation serbe. Oui, non, mais
C'est toujours la faute des autres, hein. C'est jamais eux, ils sont parfaits, tout va bien. Voilà. Hein, donc il a aussi craché sur le fait d'envoyer les casques bleus pour protéger les observateurs de l'OSCE en disant oui, mais en fait ça légitimerait l'existence et prolongerait l'existence des deux républiques autoproclamées. Et donc c'est contraire aux accords de Minsk. Espèce de trou de balle. Les deux républiques ont signé les accords de... Désolé si je suis vulgaire, mais ils ont sorti tellement de conneries cette semaine entre les USA et Kiev que là j'ai fait une overdose. La RPD et l'RPL ont signé les accords de Minsk, donc... Ouais, non, mais il ose tout, hein, le garçon. Hein. Ah, il me colle la migraine, lui. Hein. Lui, il est vraiment... Il est quand même bien gratiné. Qu'il aille rejoindre sa copine Nikki Haley qui donne sa démission. Parce que là, à part s'aborder les accords de Minsk, comme l'ont dit d'ailleurs très justement les officiels du ministère des Affaires étrangères russe, il est là que pour les foutre en l'air, hein, les accords de Minsk. Oui, c'est clair. Il sert qu'à ça. Donc tu sers à rien, mon gars. Casse-toi, donne ta démission. Va partir en vacances avec Nikki Haley. Là, allez vous offrir des vacances très loin. Ça nous en fera aussi des vacances. Et ça vous évitera de continuer à débiter des conneries plus grosses que le continent américain. Donc voilà un petit peu la situation. Donc je la sens pas la situation là. Je veux dire entre la situation qui se tend de plus en plus entre la Hongrie et l'Ukraine. Donc l'Ukraine a viré ils ont mis en place l'exécution. Ils ont viré le consul à Beregovo. Donc la Hongrie a viré un consul ukrainien. Puis là, vu les propos de la mère Farion, je pense que ça va pas s'arranger. La situation religieuse, la situation économique où l'Ukraine est en train de bien foncer dans le mur, bien comme il faut. La situation militaire désastreuse. Ouais, je pense que ça va dégénérer. Il y a quand même une bonne chance qu'ils n'arrivent pas à nous lancer une offensive, mais qu'ils s'effondrent complètement sur eux-mêmes. On peut le souhaiter parce que ça fera moins de dégâts. On peut le souhaiter, ça serait le mieux. Enfin, pour moi, là, faut convoquer d'urgence une réunion de l'ONU et procéder au démembrement de cet État complètement croupion, enfin qui sert à rien, qui est complètement artificiel et qui, là, ils ont jeté tellement d'essence que la première allumette qu'il va prendre. Mais ça va être méchant, hein. La désintégration de l'ex-Yougoslavie, ça va être une partie de plaisir en comparaison. Enfin, je veux dire, là, conflit interethnique, conflit interreligieux, bordel économique. C'est une bombe atomique, hein. Là, je pense qu'ils sont bien partis pour une implosion intégrale. Donc, et ça, aux portes de l'Europe, quand même. Hein. Pour ceux qui pensent que ça les concerne pas. Voilà. Puis ils nous exportent leur merde, y compris à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc, vous voyez, ça vous concerne aussi, parce que quand t'as des tarés qui se pointent avec des gants MAPA en mode les Russes sont des empoisonneurs. Voilà. Enfin, bon. Donc voilà la situation. Donc je te dis à samedi prochain. Je pense, de toute façon, vu l'état de l'armée ukrainienne, ils n'arriveront pas à lancer d'offensive. Ils peuvent lancer des provocations de nouveau contre les civils. Mais je pense qu'ils vont continuer leur descente aux enfers militaires, religieuses et financières. Partis comme ils sont partis. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour le 112e CITREP. Oui, merci Christelle. Bonne soirée, merci pour le CITREP et les informations importantes. Effectivement, il faut méditer là-dessus parce que c'est très très inquiétant et on ne peut pas faire grand chose tant qu'on soutiendra cette espèce de pouvoir fantoche, ces malades mentaux, ces psychopathes qui essayent de mettre encore plus d'essence sur le feu et voilà. Bon, donc, à un moment, ça va péter à la gueule de tout le monde. Faut quand même en être bien conscient, ceux qui croient que ça les concerne pas. Le jour où ça va péter, ça va vous péter à la tronche. Quand vous allez vous taper des millions de réfugiés qui vont venir par chez vous, ou quand ça va être les Hongrois qui vont être concernés et que Orban va envoyer son armée, là, ça vous concernera au premier chef. Voilà. Donc, voilà. À un moment, il faudrait quand même que tout le monde se réveille. Et donc, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Merci Christelle, bonne soirée, à la semaine prochaine, à samedi prochain.